23 juillet 2024. Vers 8h du matin, nous atteignons l'arête sommitale du Cervin, à près de 4500 mètres d'altitude. Le mont Cervin, das Matterhorn, il Cervino, une des montagnes les plus célèbres des Alpes et sans doute la plus meurtrière. Une gigantesque pyramide à 4 faces toutes difficiles à escalader. Une arête sommitale spectaculaire et effilée comme une lame de couteau. Fouler un jour son sommet, c'est le rêve de beaucoup d'alpinistes amateurs, et j'en fais partie. Ce jour-là, je l'ai fait, et ces instants de vie intense resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Alors pas de regret de s'être levé tôt ce matin. Et pas de regret non plus pour les quelques efforts qui ont suivi. Car chaque pas, chaque passage d'escalade franchi me rapproche du sommet. Et toutes les forces de mon être sont tendues vers cet objectif. Et c'est le cœur battant que je foule l'épaule enneigée du Cervin. Alors quand on arrive enfin au sommet, l'émotion est grande. Yes. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le relâchement sera de courte durée. Et le plus dur reste à faire. Car il faut maintenant redescendre toute l'arête du Hornet. 2000 mètres de dénivelé jusqu'au Schwarzsee. Une descente constamment exposée, où le moindre faux pas ne pardonne pas. N'est-ce pas là que se passe la majeure partie des accidents? Et des accidents au Cervin, il y en a déjà eu beaucoup. À commencer bien sûr par la tragédie de la première ascension, au cours de laquelle périt le guide chamoniard Michel Cross, héros oublié de la conquête du Cervin, qui mena la cordée de Wimper au sommet. Est-ce la raison pour laquelle le Cervin exerce autant de fascination, la montagne la plus meurtrière des Alpes? Ou est-ce aussi pour sa forme insolite, l'esthétisme de ses lignes? Quoi qu'il en soit, cette année, le Cervin est au programme pour moi, ainsi que le Weisshorn, un autre géant du Valais. Alors il faut s'entraîner. Tous les jours un petit peu, caser 1 heure entre le travail et les enfants. Avaler les kilomètres, à pied, à vélo, à la nage. Et puis, de temps en temps, j'oppose un jour pour une virée en solo, dans les montagnes proches de Munich où j'habite. Comme ici, à la Alpspitze en février, une via ferrata facile, mais un bon entraînement pour l'alpinisme en hiver. Au final, je suis un citadin. Alors, à chaque fois, il m'en coûte de me réhabituer à cet univers de roches, de glace et de précipices. Ici, à la Taillacanteux en fin d'automne. Parfois, c'est une aventure en solitaire pendant laquelle je ne rencontre pas âme qui vive. J'ai la montagne pour moi tout seul. Bon bah, il n'y a plus qu'à redescendre. C'est à la fois enivrant et légèrement effrayant. Et puis, à la belle saison, je vais grimper un peu dehors avec un ami. Parfois en montagne, on peut faire des rencontres vraiment très sympas. Tu viens me voir encore toi? Hein? Tu viens me voir? Ah bon? Et lorsque vient la saison de l'alpinisme, je file 3 jours à Chamonix, faire des courses sérieuses cette fois-ci, dans la corde de Florent. Celui-là? Lui, c'est un vrai montagnard, un guide, un pro de l'escalade. Grâce à lui, j'ai découvert l'alpinisme il y a à peine 4 ans. On a déjà fait ensemble pas mal de tours. Des sommets célèbres comme le Mont Blanc ou la Eiger, mais aussi des ascensions plus difficiles, comme la face nord de la Dent du Géant. Cette année, nous faisons l'arête sud-ouest de l'aiguille du Tour, par la table de roc.
quelques passages plus faciles, Florent me laisse passer devant pour me former un peu à l'autonomie. Et puis le lendemain, l'aiguille de Purtscheller. Techniquement, c'est en fait nettement plus difficile que le Cervin par l'arrêt du Horny. De l'escalade soutenue dans le granit chamonniard. Côté 5A à l'ancienne. Assez physique dans des cheminées encore bourrées de neige et de glace. Mais c'est moins haut à 3500 mètres d'altitude et aussi un peu moins long. Enfin vient le mois de juillet et je pars pour la Suisse. Objectif, le Weisshorn et le Cervin. Ça commence d'abord par 7 heures de route. Et l'école de l'Oberalp et de la Fourca avec ma vieille Dacia, c'est déjà une aventure en soi. Pour m'acclimater, le premier jour, je fais l'ascension en solo d'un 4000 assez facile, le Laginhorn. Malheureusement, le lendemain, la météo se dégrade et je dois renoncer au Weisshorn. Retour à la maison donc, par mauvais temps. Mais la semaine suivante, je repars pour l'ascension du Cervin. Et cette fois, la chance me sourit. Les prévisions météo et les conditions semblent bonnes. Je retrouve Florent à Zermatt, un ancien village au pied du Cervin, avec ses vieux chalets de Mélès sur pilotis et ses petites églises, devenues maintenant une station touristique de luxe. Le premier jour, nous montons à la Hornlinute, située sur l'arête nord-est, à 3200 mètres d'altitude. C'est une cabane moderne, très fréquentée quand les conditions sont bonnes pour l'ascension, comme ce soir-là. Le ravitaillement se fait entièrement par hélicoptère. Comme toujours avant une grande ascension, j'ai du mal à trouver le sommeil, d'autant plus que le réveil doit sonner à 3 heures du matin. La nuit sera effectivement très courte, et à 4 heures, nous sommes déjà sur le départ. Les Suisses. Les lueurs devant nous, ce sont les frontales des guides suisses et de leurs clients. La veille, nous avons effectué une reconnaissance sur les 400 premiers mètres de l'ascension. Cela nous permet maintenant de progresser rapidement sur un itinéraire particulièrement difficile à trouver de nuit. Car la principale difficulté de l'ascension du Cervin par l'arrêt du Horny, ce n'est pas l'escalade, qui reste en général facile, mais bien l'orientation. C'est un labyrinthe de mauvais cailloux, tous semblables les uns aux autres, sans marquage, avec des traces qui vont un peu partout, aussi dans les mauvaises directions. Les premiers rayons du soleil pointent à l'horizon. Nous avançons bien et au petit matin, nous atteignons la cabane de Solvay à 4000 mètres d'altitude. Nous escaladons les dalles de Moseley et rejoignons l'arête. L'itinéraire est maintenant plus évident. Il faut gravir l'épaule du Cervin et rester le plus souvent sur l'arête. Le soleil nous réchauffe maintenant de ses rayons et l'escalade devient plaisante. Je me sens à l'aise. Malgré l'altitude, cela me paraît plus facile que la table de roc ou l'aiguille de Purtscheller qu'on a fait en juin à Chamonix. Un panorama grandiose se dévoile peu à peu à nos yeux. La neige et la glace sont de plus en plus présentes. Il est temps maintenant d'enfiler les crampons et de sortir le piolet. Une fois arrivés sur l'épaule du Cervin, nous remontons une belle arête de neige, le Schultergrat.
L'arête débouche à la fin sur cette petite brèche qu'il nous faut passer. Nous atteignons à présent la tête du Cervin, là où débutent les cordes fixes. Ces cordes ont été installées sur les parties les plus raides. C'est parfois un peu physique de tirer dessus à 4200 mètres d'altitude, mais elles facilitent grandement l'ascension de ces portions difficiles. La pente est plus raide, et les cordées au devant de nous déclenchent parfois une pluie de petits morceaux de neige ou de glace. Comme celui-là que je reçois dans le dos par surprise. Oh vache! Et puis, sur le névé sommital, la pente se redresse une dernière fois. Quoi? Vers 8h du matin, après 4 heures d'ascension, c'est l'arrivée au sommet suisse. Le panorama est fantastique. On voit les autres grands sommets du Valais. Ici sur la droite par exemple, la Dent Blanche. L'arête du Cervin reliant le sommet suisse au sommet italien est très effilée et spectaculaire. De part et d'autre, un vide abrupt de plus de 2000 mètres. À gauche, c'est l'Italie, le Val d'Aoste, avec la vallée de Breuil-Cervignat. Tout part l'arête sud-ouest du Cervin, dite arête du Lion. À droite, on replonge en Suisse, dans la célèbre face nord du Cervin. Yes, bravo! Sommet italien devant. Et on a le sommet suisse là-bas. Excellent. Et l'Italie. Yes! Oui. Ici? Après ce court pique-nique en Italie, nous nous apprêtons à retraverser l'arête en direction du sommet suisse. Une dernière petite pause photo à la frontière, et c'est reparti sur le fil de l'arête, avec cette fois la face nord plongeant en Suisse sur la gauche. Dans cette autre direction, le panorama est lui aussi unique, notamment sur le massif du Mont Rose, ici bien visible à l'horizon, deuxième plus haut massif des Alpes, avec la pointe du Four culminant à 4600 mètres, et le Lyskam sur la droite. Nous entamons à présent la longue redescente. Ouais, ça va. Lorsque la pente de neige n'est pas trop raide, et quand il y a déjà des marches, on descend de préférence de face, c'est plus rapide. Et lorsque cela devient trop raide, on se retourne en désescalade. Puis, au niveau des cordes fixes, nous croisons plusieurs cordées qui montent encore. C'est un peu difficile sur ces passages et il faut faire gaffe de ne pas se prendre un coup de crampon depuis la volontaire. Ah bah là c'est bon, regarde, moi je crois que c'est mieux là maintenant. Tu descends là quasiment. Allez, je te mouline au... Ouais. Celui d'après encore là. Ça marche. Allez hop. Allez, c'est parti. Ouf, la voie est libre et maintenant on peut filer le long des cordes. Par la suite, nous désescaladons les pôles et nous croisons encore quelques cordées retardataires. Puis nous retrouvons la cabane de Solvay, où nous faisons une petite pause bien méritée au soleil. Et la descente se poursuit, interminable. Elle me paraît plus longue que l'ascension. Je commence à sentir la fatigue s'installer. Nous sommes maintenant complètement seuls, et retrouver l'itinéraire dans le dédale de roches noirâtres n'est pas évident. Nous arrivons enfin à la cabane du Hornli. Il est midi, et après 8 heures d'escalade, on peut enfin savourer l'ascension réussie, à la table du déjeuner. Le reste n'est plus que de la randonnée, et en redescendant dans la vallée de Zermatt, je regarde le Cervin, qui s'amenuise petit à petit, jusqu'à reprendre sa forme de carte postale. Depuis Zermatt, je regagne en train le village de Tesch, où je reprends le volant de ma voiture et rentre dans la foulée à Munich, où j'arriverai vers minuit, épuisé mais heureux.